Et ce texte a été, je m'en suis rendu compte des années plus tard, a été extrêmement remarqué. Parce que c'était le seul et unique texte de toute l'anthologie qui parlait d'amour. Pour une nouvelle, pour un recueil qui devait plus ou moins en sous-texte en parler. La plupart des auteurs femmes qui y ont participé ont préféré parler de sexe, parce que, et c'est toujours le cas aujourd'hui, quand un homme écrit une histoire d'amour, on va encenser sa sensibilité. Quand une femme écrit une histoire d'amour, on va dire que c'est fleur bleue, on va dire que c'est de la romance, on va beaucoup plus critiquer. Et donc, l'essentiel de ces femmes a eu peur. Et elles ont préféré écrire des histoires très crues, parfois très violentes, très cruelles, que oser parler d'amour. Tu as donc commencé par une nouvelle, tu es connue pour être une novelliste. Comment tu travailles ce format et pourquoi tu as choisi ce format? J'ai choisi ce format par fatalité, en quelque sorte. J'ai une formation de journaliste. J'ai une formation à la concision. Jean-Claude Lignac dirait que j'utilise pour une nouvelle le matériel que d'autres utiliseraient pour un roman. Le long me fait un petit peu peur, le long cours, c'est pas moi au départ, parce que je suis formée à la concision, parce que j'ai besoin que ça foisonne, et que donc pour écrire un roman, il me faut énormément d'informations, énormément d'idées, énormément d'imagination pour y arriver. Et puis c'est un format que j'aime bien, qui permet de jouer avec les styles, qui permet d'écrire toutes sortes de choses de manière différente. Et à cette époque-là, il y avait énormément de supports pour les nouvelles. Il y avait des revues, il y avait des anthologies, il y avait des recueils. Les éditeurs étaient friands de nouvelles, et donc il était vraiment possible d'en publier, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Et combien de temps te prend l'écriture d'une nouvelle? L'écriture ou la nouvelle? La nouvelle en tant que telle. La nouvelle en tant que telle, parfois, me prend très 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 longtemps, parce que je suis incapable de faire un plan. Ça m'ennuie profondément. Et donc, tout se passe dans ma tête. Et puis un jour, je trouve la forme, et je trouve la première phrase. À partir du moment où j'ai la première phrase, la nouvelle peut être écrite en 3 jours, en 1 semaine, ou 2, rarement plus. On te connaît sur un autre versant dont certains ont pu apercevoir des bribes concernant la traduction. Comment tu as passé le pas des traductions en fait? Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour toi ou c'est venu aussi sur une bonne rencontre? Je suis bilingue. Je suis à moitié américaine par mon père, qui ne m'a pas parlé anglais pendant mon enfance, qui a attendu que je sois capable de lui répondre et que nous soyons capables d'avoir des conversations ensemble, parce qu'il voulait que je maîtrise la structure de la langue et que je ne me retrouve pas comme beaucoup d'enfants de couples mixtes qui parlent 2 langues mais qui n'en maîtrisent pas totalement l'une des deux. Et puis on m'a demandé des traductions donc pour des toutes petites maisons d'édition, surtout en Belgique. J'ai traduit des nouvelles et puis Stéphanie Nico, qui s'appelait encore Stéphane, était rédacteur en chef de Galaxy, m'a demandé une première traduction sous l'égide de Jean-Daniel Brech. Et ça s'est extrêmement bien passé, j'en ai fait quelques autres. Et puis j'ai fait une grosse bêtise. J'ai écrit un article dans toujours cette revue Phoenix, dénonçant les pratiques de certaines maisons d'édition des années 80 et 90, qui avaient tendance à couper dans le texte, à couper les introspections, à couper les descriptions, parce qu'ils étaient persuadés que le lecteur français ne lirait pas un gros livre, que plus de 200-250 pages maximum, c'était impossible à vendre. Et donc j'ai expliqué ça, en citant non pas les éditeurs, mais 1 ou 2 exemples de romans. Et j'ai été punie. D'abord, on m'a menacé de me faire un procès, ce qui m'a fait beaucoup rire, parce que j'avais toutes les preuves. Et puis, pendant des années, impossible de trouver du boulot, impossible de traduire, parce que, ah non, celle-là, c'est une emmerdeuse, celle-là, elle dit des choses qu'il ne faut pas, on ne veut pas travailler avec elle.
Et Jean-Claude Dugnac, qui a été engagé en 2007 par Brajlon pour diriger une collection de SF, m'a présenté à Isabelle Larange qui cherchait des traducteurs. Et donc j'ai commencé à traduire pour Brajlon pendant quelques années. Et plus tard, en 2012, à un moment donné où je me demandais comment j'allais faire parce que je n'avais plus de traduction, Marion Mazorik m'a proposé de traduire Paolo Bacigalupi parce que j'avais été une des personnes à lui en parler. Et depuis, je n'arrête plus. Et comment ça se passe pour toi le travail de traducteur? Ça dépend parce que le travail de traducteur, c'est de se mettre dans la tête de l'autre. C'est de comprendre comment il pense, ce qu'il veut dire plus que ce qu'il dit, pourquoi, comment, quelle est son intention, quelle est la musique de son texte. Et après, c'est faire les recherches et c'est trouver le moyen d'adapter une musique anglo-saxonne à une musique francophone. C'est comme être flûtiste et adapter la partition d'un violoniste. Et ça te prend combien de temps en fait, généralement? Ça dépend des auteurs en fait. Il y a des auteurs pour lesquels ça va me prendre 3 mois sans problème et je peux dire aujourd'hui que je parle de Bacigalupi couramment et donc ça coule tout seul. D'autres auteurs comme James Morrow par exemple, qui fait énormément de citations, qui a un langage beaucoup plus fouillé, beaucoup plus recherché, me demande beaucoup plus de temps. Ça peut prendre 4, 5, 6 mois parfois, parce qu'il y a un énorme travail en amont pour trouver exactement, et puis aussi pour se mettre dans la voix de l'auteur. Quand on travaille avec un nouvel auteur, ça prend toujours beaucoup plus de temps parce qu'il faut apprendre cette musique-là aussi. Il faut apprendre une nouvelle musique, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle langue. Et ton plus beau souvenir de traduction et pourquoi? Mon plus beau souvenir de traduction, c'est ma première traduction professionnelle pour Galaxy. C'est un texte qui s'appelle La Gang, en français, de Nello Hopkinson, qui est une pure merveille, un texte érotique, où tout tournait autour du sucre, et où j'ai dû faire passer le sel du sexe en français. Ça a été difficile, mais ça a été un immense bonheur de déchiffrer. Il y a un côté décodage aussi, il y a un côté comprendre l'autre et comprendre pourquoi il a choisi tel mot et pas un autre. Et Nello Hopkinson est un auteur qui choisit vraiment chaque mot pour une raison très précise. Des mots qui sont très simples parfois, mais d'autres qui ont une polysémie telle que pour en trouver une correspondance en français, on s'arrache les cheveux. On va revenir à ton travail d'écriture, parce que tu viens de paraître en janvier. Technoflairé. C'est ton premier ouvrage monographique en tant que tel. Est-ce que tu peux revenir sur l'origine de Technoflairé et surtout le pourquoi? Il y a quelques textes de Technoflairé que j'avais écrits, 2, 3 que j'avais écrits depuis longtemps et que je n'avais jamais proposé. Et puis André-François Ruot, qui est un vieil ami, est venu à la maison après un festival Troll Légende et on a discuté. Et sa réaction, c'est « Comment ça, tu as des textes inédits? Mais je veux être ton éditeur. » Et on a commencé à parler, je lui ai parlé de cet univers féerique, je lui ai surtout parlé de tous les faits que j'avais créés, des faits technologiques, des faits de science-fiction. Et c'est lui qui a dit « On va faire un livre. On va faire un livre, on va en faire un ouvrage de naturaliste, et tu vas écrire les textes, et on va mettre les fiches avec. »